Script français optimisé, la bataille de Minsk 1944. Le 28 juin 1944, le général Dietrich von Socken se tenait à la jonction ferroviaire de Borisov, 30 km au nord-est de Minsk, observant la 5e division Panzer décharger ses chars des wagons tandis que l'artillerie soviétique pilonnait les routes derrière eux. La division était arrivée la veille, le 27 juin, transférée du groupe d'armée Ukraine Nord avec 125 chars. 70 Panthers moyens, 55 Panzer Mark IV et 29 Tigers lourds du 505e bataillon de chars lourds. C'était parmi les dernières unités blindées allemandes complètement équipées sur le front de l'Est. Von Socken avait reçu l'ordre de former un Kampfgruppe avec ses forces et les restes des unités disloquées qui refluaient vers l'ouest. Sa mission ? Tenir les approches de Minsk assez longtemps pour permettre à la 4e armée d'échapper à l'encerclement. Mais les chiffres étaient implacables. La 5e armée de chars de la garde soviétique approchait du nord-est avec plus de 200 chars. Le 2e corps de chars de la garde arrivait de l'est. La 65e armée remontait du sud. Le Kampfgruppe de Von Socken serait en infériorité numérique d'au moins 10 contre 1. Le problème n'était pas l'équipement. La 5e Panzer était à pleine puissance, ce qui était inhabituel pour les unités allemandes à la mi-1944. Les Panthers possédaient le meilleur canon de chars du front de l'Est. Les Tigers pouvaient détruire n'importe quel char soviétique à des distances où ils étaient eux-mêmes pratiquement invulnérables. Les équipages étaient expérimentés, beaucoup avaient combattu à Koursk l'été précédent. Mais les nombres comptaient. L'industrie soviétique produisait plus de chars en un mois que l'Allemagne n'en produisait en 6 mois. L'armée rouge pouvait se permettre des pertes qui paralyseraient les opérations allemandes. La doctrine allemande mettait l'accent sur la défense mobile, préservant les forces pour les contre-attaques. Mais Adolf Hitler avait déclaré Minsk une Festeplatz, une position fortifiée à tenir coûte que coûte. La 4e armée, près de 150 000 hommes, avait reçu l'ordre de tenir bon à l'est de la ville malgré son contournement sur les deux flancs. Von Socken comprenait les mathématiques. Son Kampfgruppe pouvait retarder les soviétiques, peut-être gagner quelques jours de plus à la 4e armée pour se retirer, mais il ne pouvait pas arrêter l'offensive. Abonnez-vous à Du Conflit pour ne manquer aucune de ces histoires extraordinaires de la Seconde Guerre mondiale. Von Socken avait commandé la 4e division Panzer plus tôt dans la guerre, combattant à Koursk et dans les batailles défensives autour de Gomel. Il avait été blessé 2 fois, avait reçu la croix de chevalier avec feuille de chêne et épée, et s'était forgé une réputation comme l'un des commandants de Panzer les plus compétents du front de l'Est. Fin juin 1944, il servait comme commandant adjoint du 3e corps Panzer lorsque le groupe d'armée centre s'est effondré. Le corps lui-même s'était désintégré sous les attaques soviétiques. 2 commandants de corps avaient été tués en succession rapide. Von Socken reçut l'ordre de rassembler les forces restantes et de former le Kampfgruppe Von Socken pour défendre Minsk. On lui donna le commandement de la 5e division Panzer, des éléments de la 170e division d'infanterie et du 505e bataillon de chars lourds. Des forces supplémentaires incluraient des unités de sécurité de l'arrière et des traînards de formation détruites. La situation du groupe d'armée centre fin juin 1944 était catastrophique. L'opération Bagration, l'offensive d'été soviétique, avait commencé le 23 juin avec des bombardements d'artillerie le long d'un front de 500 km. En 72 heures, la 9e armée allemande avait été encerclée à Bobruisk. Le 53e corps de la 3e armée Panzer fut détruit à Vitebsk. La 4e armée était systématiquement écrasée entre des forces soviétiques convergentes. Les commandants allemands avaient sous-estimé la force soviétique, croyant que l'offensive principale viendrait plus au sud. Hitler avait refusé la permission pour des retraits tactiques. Les unités reçurent l'ordre de tenir des positions fortifiées, furent contournées et détruites. Le 27 juin, le groupe d'armée centre avait perdu 25 divisions. 300 000 hommes étaient morts, disparus ou sur le point d'être piégés. Le plan soviétique était élégant dans sa simplicité. Le premier front biélorusse du maréchal Konstantin Rokossovski pousserait vers le nord-ouest depuis le sud. Le 3e front biélorusse du général Ivan Tcherniakovski attaquerait depuis le nord-est. Les 2 pinces se rejoindraient à l'ouest de Minsk, encerclant tout ce qui se trouvait à l'est. Les unités mobiles soviétiques avançaient de 50 km par jour. Les forces allemandes battaient en retraite dans le désordre, abandonnant équipements et soldats blessés. Les routes vers Minsk étaient encombrées de réfugiés et de véhicules militaires. Les avions soviétiques contrôlaient le ciel, attaquant les colonnes à volonté. La Luftwaffe avait moins de 100 avions opérationnels dans tout le secteur. Von Socken déploya ses forces le 28 juin dans des positions conçues pour couvrir les principales routes et lignes ferroviaires vers Minsk. Les régiments de chars de la 5e Panzer prirent position près de Borisov sur la route principale de Moscou à Minsk. Les Panthers formèrent la ligne avant. Les Panzer Mark IV établirent des positions 2 km en arrière. Les Tigers du 505e bataillon de chars lourds furent positionnés à la jonction ferroviaire de Krupki à l'est, où ils pouvaient couvrir les lignes ferroviaires utilisées pour l'évacuation. L'infanterie de la 170e division d'infanterie tenait la route elle-même, créant une arrière-garde à travers laquelle les unités de la 4e armée pouvaient se replier. Le plan consistait à échanger l'espace contre le temps, menant un repli combattant qui garderait les routes d'évacuation ouvertes tout en infligeant un maximum de pertes aux forces soviétiques poursuivantes. Ce que Von Socken comprenait, et ce qu'il ne pouvait pas dire ouvertement, c'est que son Kampfgruppe était sacrifié. L'avantage numérique soviétique était écrasant. Les rapports de renseignement indiquaient au moins 20 brigades de chars soviétiques convergeant vers Minsk. La seule 5e armée de chars de la garde avait plus de blindés que toute la force allemande dans le secteur. Même si chaque char allemand détruisait 3 chars soviétiques avant d'être mis hors de combat, les mathématiques favorisaient les soviétiques.
Le mieux que von Socken pouvait faire était de retarder l'inévitable, gagner du temps mesuré en jours, peut-être en heures. Découvrez comment cette bataille impossible a façonné le destin de milliers d'hommes. Restez jusqu'à la fin. Le 29 juin, les forces soviétiques atteignirent Borisov. Les éléments de reconnaissance de la 5e armée de chars de la garde sondèrent les positions allemandes, testant la force défensive et identifiant les déploiements de chars. L'artillerie allemande tira sur les colonnes avançantes. Les avions soviétiques bombardèrent les ponts sur la rivière Berezina. Les ingénieurs de von Socken démolirent les ponts le 30 juin, tentant de ralentir les traversées soviétiques. En 12 heures, les ingénieurs soviétiques construisirent des ponts de ponton pendant la nuit. À l'aube du 1er juillet, les blindés soviétiques avaient traversé la Berezina en force. L'engagement majeur commença le 1er juillet 1944. La 5e armée de chars de la garde soviétique attaqua avec 3 brigades de chars avançant sur un front de 6 km. Plus de 150 chars soutenus par l'infanterie, l'artillerie et l'appui aérien rapprochés. Ils descendirent directement l'autoroute de Minsk, frappant les Panthers dans leurs positions avancées. Les artilleurs allemands ouvrirent le feu à portée efficace maximale, 1400 mètres pour le canon de 75 mm du Panther. La première vague de chars T-34 soviétiques avança dans un feu concentré. Les Panthers détruisirent les chars méthodiquement à mesure qu'ils apparaissaient. Des T-34 en flammes jonchaient l'autoroute. Les équipages soviétiques abandonnèrent les véhicules endommagés. Les équipages allemands chargeaient et tiraient aussi rapidement que possible, 6 coups par minute avec des chargeurs expérimentés. Mais les soviétiques continuaient d'arriver. Pour chaque char détruit, 2 autres apparaissaient de la ligne d'arbres. Les tactiques soviétiques reposaient sur la masse et l'élan. Les brigades de chars attaquaient par vagues, acceptant les pertes pour submerger les positions défensives. Les équipages de chars soviétiques individuels avaient moins d'entraînement que les équipages allemands, mais ils étaient soutenus par une artillerie et une puissance aérienne écrasante. Les lance-roquettes Katyusha saturaient les positions allemandes. Les avions d'attaque au sol Sturmovik effectuaient des passages répétés à basse altitude, tirant des roquettes sur les positions de chars identifiés. Les Tigers à Krupki détruisaient des chars soviétiques à des distances dépassant 2000 mètres. Mais les forces soviétiques contournaient simplement le point fort, coulant autour de la résistance comme l'eau autour des rochers. En milieu d'après-midi le 1er juillet, les Panthers avaient dépensé plus de 60% de leurs munitions de canon principales. Plusieurs chars eurent des pannes mécaniques dues au fonctionnement continu. 3 Panthers furent détruits par des tirs de chars soviétiques. 2 autres furent désactivés par des quasi-accidents d'artillerie. Le Kampfgruppe avait détruit environ 90 véhicules blindés soviétiques, mais les forces soviétiques continuaient d'avancer. Von Socken ordonna un repli par phase. Les Panthers se retirèrent vers des positions secondaires. Les Panzer Mark IV avancèrent pour couvrir le retrait. L'infanterie allemande mena des actions d'arrière-garde utilisant des roquettes anti-chars Panzerfaust à courte portée contre les blindés soviétiques poursuivants. Les combats se poursuivirent le 2 juillet. Les forces soviétiques attaquèrent avec des unités fraîches, retirant les brigades épuisées de la ligne et faisant monter des réserves. La 5e Panzer livra une série continue d'engagements, se retirant d'une position à l'autre, détruisant des chars soviétiques à chaque occasion. Les pertes allemandes montaient régulièrement. 7 Panthers supplémentaires détruits. 4 Panzer Mark IV mis hors de combat. 5 Tigers perdus, 3 par le feu ennemi et 2 par panne mécanique. Le 505e bataillon de chars lourds revendiqua 128 chars soviétiques détruits, mais tous les Tigers furent finalement perdus. Le soir du 2 juillet, la 5e Panzer avait été réduite à environ 80 chars opérationnels. Likez cette vidéo si vous appréciez ces récits authentiques de l'histoire militaire. L'encerclement de Minsk se referma le 3 juillet. Le 2e corps de chars de la garde perça les positions défensives et entra dans la ville aux premières heures du matin. Les forces soviétiques libérèrent Minsk le 4 juillet. À l'ouest de la ville, la 65e armée et la 5e armée de chars de la garde complétèrent l'encerclement. La 4e armée et les restes de la 9e armée étaient piégés à l'est de Minsk. Environ 100 000 soldats allemands furent pris dans la poche. Au cours des jours suivants, diverses unités tentèrent des percées. La plupart échouèrent. Quelques petits groupes s'échappèrent à travers des brèches dans les lignes soviétiques. La majorité fut tuée ou capturée. Von Socken reçut l'autorisation le 2 juillet de se retirer vers Molodechno, 60 km au nord-ouest de Minsk. La permission arriva trop tard pour la 4e armée, mais sauva le Kampfgruppe von Socken de la destruction complète. Le Kampfgruppe mena un repli combattant pendant la première semaine de juillet, engageant les poursuivants soviétiques dans une série d'actions retardatrices. Ils abandonnèrent les véhicules désactivés, détruisirent l'équipement qui ne pouvait être déplacé, et livrèrent des batailles d'arrière-garde pour couvrir l'infanterie en retraite. Le 8 juillet, la 5e Panzer ne signalait plus que 18 chars opérationnels. La division qui était arrivée avec 125 chars 11 jours plus tôt avait été effectivement détruite en tant que formation de combat. La perspective soviétique sur ces engagements provient de documents capturés et de récits d'après-guerre. Le journal de guerre de la 5e armée de chars de la garde nota que la résistance allemande au nord-ouest de Minsk était plus déterminée que prévu. Les commandants soviétiques avaient anticipé une percée en quelques heures. Au lieu de cela, l'avance fut retardée de près de 3 jours. Les pertes de chars étaient plus élevées que prévu. Un commandant de brigade de chars soviétiques rapporta que les équipages de chars allemands étaient hautement qualifiés, que leurs Panthers et Tigers étaient supérieurs aux chars soviétiques en combat direct, et que seule la supériorité numérique permettait aux forces soviétiques d'avancer. Le retard, bien que mesuré en jours plutôt qu'en semaines, permit à plusieurs milliers de soldats allemands d'autres unités d'échapper à l'encerclement de Minsk avant que les forces soviétiques ne ferment complètement la poche.
Le Kampfgruppe von Socken continua à combattre tout au long de juillet, battant en retraite régulièrement vers l'ouest en direction de la Lituanie. Ils participèrent aux batailles défensives de Molodechno et Vilnius. Fin juillet, ce qui restait de la 5e Panzer fut retiré de la ligne de front pour reconstitution. La division serait reconstruite avec du personnel et de l'équipement de remplacement, mais elle ne retrouverait jamais l'efficacité au combat qu'elle possédait en juin 1944. La plupart des commandants de chars expérimentés étaient morts ou blessés. Les équipages vétérans qui avaient combattu à Koursk avaient disparu. La cohésion d'unités développée à travers des mois de combat était détruite. Von Socken continua à commander le 39e Corps Panzer à l'automne 1944. Le 1er août 1944, il fut promu général der Panzertruppe. Il fut mentionné dans le communiqué de la Wehrmacht le 5 juillet 1944 pour ses actions pendant les batailles défensives de Minsk. La citation nota le maintien réussi par son Kampfgruppe des routes d'évacuation pour les forces allemandes en retraite sous une pression ennemie écrasante. Von Socken quitta le 39e Corps Panzer fin septembre 1944 lorsqu'il fut assigné au commandement de la Panzergrenadier Grossdeutschland en formation. Partagez cette vidéo avec les passionnés d'histoire militaire. Aidez-nous à préserver ces mémoires. En mars 1945, Von Socken reçut l'ordre de prendre le commandement de la 2e armée en Prusse orientale. Il se présenta au quartier général d'Hitler pour le briefing, arrivant avec son sabre de cavalerie à la ceinture et son monocle en place. Selon les témoins, Von Socken fit un salut militaire plutôt que le salut nazi requis depuis le 20 juillet 1944. Il ne retira pas son monocle en saluant. Il s'adressa à Hitler en disant « Herr Hitler » plutôt que « Mein Führer ». Lorsqu'Hitler l'informa qu'il prendrait ses ordres du Gauleiter local du parti nazi à Danzig, Von Socken frappa la table des cartes de sa main et déclara qu'il n'avait aucune intention de se placer sous les ordres d'un Gauleiter. Hitler, étonnamment, recula, disant à Von Socken de garder le commandement lui-même. L'incident démontra le mépris de Von Socken pour l'interférence du parti nazi dans les opérations militaires. Von Socken commanda la 2e armée pendant la défense de la Prusse orientale dans les derniers mois de la guerre. Il mena un repli combattant, désobéissant à plusieurs reprises aux ordres d'Hitler de tenir bon et de mourir sur place. Au lieu de cela, il retira ses forces quand c'était nécessaire pour les préserver pour une résistance continue. En mai 1945, avec la reddition de l'Allemagne imminente, Von Socken rejeta les offres de s'échapper par avion. Il se rendit aux forces soviétiques sur la péninsule de Hel le 9 mai 1945, un jour après la reddition officielle de l'Allemagne. Il resta avec ses troupes, allant en captivité soviétique plutôt que de les abandonner. Von Socken passa 10 ans dans les prisons soviétiques. Il fut détenu initialement à la prison de la Loubianka à Moscou, puis transféré à la prison d'Orel. Pendant l'interrogatoire, il fut sévèrement battu, subissant des blessures qui le laissèrent handicapé de façon permanente. Il fut libéré en 1955 et retourna en Allemagne. Il mourut près de Munich le 27 septembre 1980 à l'âge de 88 ans. Il fut enterré dans un cimetière militaire. Sa pierre tombale indique son grade et ses décorations. Von Socken fut le dernier officier allemand à recevoir la croix de chevalier avec feuille de chêne, épée et diamant, décerné le 8 mai 1945, le dernier jour de la guerre en Europe. Le général Karl Decker, qui commanda la 5e Panzer pendant les batailles de Minsk, continua à diriger la division pendant l'été 1944. Il fut promu général commandant du 39e Corps Panzer fin 1944. Le 1er janvier 1945, il fut promu général der Panzertruppe. En avril 1945, son corps fut piégé dans la poche de la Ruhr pendant l'encerclement américain des forces allemandes en Allemagne occidentale. Le 21 avril 1945, avec ses forces encerclées et à court de provisions, Decker se suicida. Il avait 47 ans. Il reçut les feuilles de chêne à sa croix de chevalier le 4 mai 1944 pour son leadership de la 5e Panzer pendant les opérations défensives plus tôt cette année-là. La 5e Panzer fut officiellement dissoute en avril 1945. Les archives de l'unité indiquent qu'environ 15 000 hommes servirent avec la division pendant 1944. Moins de 2000 survécurent à la guerre. Le taux de perte de la division dépassa 85%. La plupart des pertes survinrent pendant l'opération Bagration et les batailles défensives subséquentes en Pologne et en Prusse orientale. Le dernier commandant de la division fut Oberst Hans-Georg Herzog qui rendit les éléments restants aux forces soviétiques à Danzig en mai 1945. Commentez d'où vous regardez cette vidéo. Nous aimons savoir où se trouve notre communauté. Les forces soviétiques remportèrent une victoire complète dans l'opération Bagration. Entre le 23 juin et le 19 août 1944, elles avancèrent de 600 km, libérèrent la Biélorussie et détruisirent 28 des 34 divisions du groupe d'armées Centre. Les pertes allemandes totalisèrent environ 400 000 tués, blessés et capturés. Ce fut la pire défaite de l'Allemagne sur le front de l'Est. L'offensive se produisit simultanément avec la percée alliée de Normandie en France, étirant les ressources militaires allemandes au-delà du soutenable. Hitler avait engagé des forces substantielles pour défendre contre l'invasion à l'ouest, laissant le groupe d'armées Centre dangereusement faible. L'opération Bagration démontra que l'Allemagne ne possédait plus la capacité militaire de se défendre sur plusieurs fronts. La bataille de chars au nord-ouest de Minsk les 1er et 2 juillet 1944 représenta un microcosme de la situation stratégique de l'Allemagne. Les forces allemandes possédaient un équipement supérieur et des équipages mieux formés. Un char Panther était plus efficace qu'un T-34 en combat direct. Les commandants de chars allemands avaient plus d'expérience. La doctrine allemande mettait l'accent sur la qualité plutôt que la quantité, la supériorité technique plutôt que la production de masse. Mais ces avantages n'avaient plus d'importance.
La production industrielle soviétique submergeait la supériorité technique allemande. L'Union soviétique produisait plus de chars en un mois que l'Allemagne n'en produisait en 6 mois. Les programmes de formation soviétique diplômaient suffisamment d'équipage pour faire fonctionner ces chars. La doctrine tactique soviétique acceptait des pertes qui dévasteraient les formations allemandes. Les mathématiques étaient inexorables. L'Allemagne pouvait gagner des batailles individuelles mais perdait la guerre d'attrition. La défense par von Socken des approches de Minsk démontra une compétence militaire professionnelle dans des conditions impossibles. Il déploya ses forces efficacement, mena un repli combattant ordonné et infligea des pertes significatives aux forces soviétiques poursuivantes. Son Kampfgruppe détruisit environ 295 véhicules blindés soviétiques sur 11 jours de combat. Le retard permit à plusieurs milliers de soldats allemands d'autres unités d'échapper à l'encerclement de Minsk. Mais le succès tactique ne pouvait altérer la réalité stratégique. Le groupe d'armée centre fut détruit. La 4e armée cessa d'exister. La route vers la Pologne et la Prusse orientale était ouverte aux forces soviétiques. Les historiens militaires débattent pour savoir si des décisions différentes auraient pu altérer les résultats pendant l'opération Bagration. Certains soutiennent qu'une permission plus précoce pour des retraits tactiques aurait sauvé les forces allemandes de l'encerclement. D'autres affirment que le groupe d'armée centre était condamné quels que soient les choix tactiques, que la supériorité numérique soviétique et l'habileté opérationnelle rendaient la défaite inévitable. La réalité était que le refus d'Hitler d'autoriser les retraites jusqu'à ce que les situations deviennent désespérées garantissait que les retraits se produisaient dans les pires conditions possibles. Les unités reçurent l'ordre de tenir des positions fortifiées, furent contournées et détruites. Les réserves mobiles furent engagées au coup par coup pour boucher les brèches plutôt que concentrées pour des contre-attaques. Les relations de commandement n'étaient pas claires, avec de multiples autorités émettant des ordres contradictoires. L'efficacité de von Socken à Minsk provenait en partie du fait qu'il opérait avec une supervision limitée. La structure de commandement du groupe d'armée centre s'était effondrée. Les communications étaient perturbées. Le quartier général supérieur ne pouvait pas contrôler efficacement les opérations tactiques. Von Socken possédait l'autorité de prendre des décisions basées sur les conditions du champ de bataille plutôt que sur des directives de commandants éloignés ignorant des situations locales. Il se retira quand le retrait était nécessaire. Il engagea les forces quand l'engagement avait un sens tactique. Il préserva la capacité de combat de son Kampfgruppe en refusant de le sacrifier inutilement. C'étaient des principes fondamentaux de la guerre mobile. Mais dans l'Allemagne d'Hitler, de telles décisions militaires de bon sens constituaient souvent de l'insubordination. Activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire du conflit. Les implications stratégiques plus larges de l'opération Bagration s'étendaient au-delà des pertes territoriales. Les réserves militaires de l'Allemagne étaient épuisées. Les nouvelles divisions existaient principalement sur le papier, équipées d'armes obsolètes et composées de personnel insuffisamment formé. La Luftwaffe ne pouvait plus contester la supériorité aérienne. Les pénuries de carburant restreignaient la formation et les opérations. L'industrie allemande, soumise à des bombardements alliés soutenus, ne pouvait pas remplacer les pertes. L'armée qui avait envahi l'Union soviétique en juin 1941, avec plus de 3 millions d'hommes et des milliers de chars et d'avions, n'existait plus. Ce qui restait, c'était des fragments. Des unités vétérans comme la 5e Panzer, réduites à l'inefficacité. Et des formations de remplacement, dépourvues de la formation, de l'équipement et du leadership nécessaires pour le combat moderne. Pour les hommes qui combattirent à Minsk en juillet 1944, ces considérations stratégiques signifiaient peu. Ils combattaient parce qu'ils étaient des soldats, parce que leurs ordres l'exigeaient, parce que leurs camarades dépendaient d'eux. Les équipages de chars allemands montaient dans les Panthers sachant qu'ils faisaient face à des chances écrasantes. Ils chargeaient les munitions, identifiaient les cibles, tiraient, rechargeaient et tiraient à nouveau jusqu'à ce que leurs chars soient détruits ou leurs munitions épuisées. L'infanterie tenait des positions défensives contre les assauts soviétiques. Les ingénieurs démolirent des ponts. Les équipages d'artillerie tirèrent jusqu'à être débordés. Ils ne combattaient pas pour Hitler ou le national-socialisme. Ils combattaient parce que la discipline militaire et la cohésion d'unité contraignaient à une résistance continue même quand l'espoir avait disparu. Les soldats soviétiques attaquant les positions allemandes à Minsk faisaient face à leur propre réalité brutale. Les équipages de chars montaient dans les T-34, comprenant que les canons allemands pouvaient pénétrer leur blindage à des distances où ils ne pouvaient pas riposter efficacement. Ils avançaient sachant que beaucoup mouraient, que les tactiques soviétiques reposaient sur le fait de submerger les positions allemandes par la supériorité numérique même à fort coût. Mais les équipages soviétiques comprenaient aussi qu'ils gagnaient. L'armée rouge avançait, libérant le territoire soviétique, se dirigeant vers l'Allemagne elle-même. Chaque kilomètre gagné les rapprochait de la fin de la guerre. Les pertes soviétiques, bien que substantielles, étaient soutenables. La production soviétique remplaçait les pertes. La trajectoire de la guerre favorisait l'Union soviétique. La destruction de la 5e Panzer à Minsk représenta la fin d'une ère dans la guerre blindée allemande. La division avait combattu en Pologne, France, Yougoslavie, Grèce et Russie. Elle avait participé à l'opération Barbarossa, l'invasion de l'Union soviétique en juin 1941. Elle combattit à Vyazma, Briansk et Moscou. Elle survécut à la contre-offensive d'hiver soviétique de 1941 à 1942. Elle participa aux batailles défensives autour de Riev et Orel. Elle combattit à Koursk en juillet 1943, la dernière offensive majeure allemande sur le front de l'Est. Tout au long de ces campagnes, la 5e Panzer maintint sa réputation comme l'une des divisions blindées les plus efficaces de la Wehrmacht. Les rapports de renseignement soviétiques conseillaient d'éviter l'engagement direct avec la division quand c'était possible. Cette réputation mourut à Minsk en juillet 1944.
Le champ de bataille au nord-ouest de Minsk est aujourd'hui une terre agricole. Les fermiers locaux découvrent occasionnellement des épaves de chars enterrés dans leurs champs, des carcasses rouillées de Panthers et de T-34 qui combattirent là il y a 80 ans. Aucun monument ne marque l'endroit où le Kampfgruppe de von Socken livre à sa bataille. Les villages à travers lesquels ils combattirent furent reconstruits. Les forêts où les chars se battirent repoussèrent. La vie continua. Les hommes qui combattirent là sont pour la plupart morts maintenant. Soldats allemands et soviétiques, équipages de chars et fantassins, tous disparus. Leurs batailles ne survivent que dans les archives officielles et les souvenirs qui s'estompent. Von Socken ne discuta jamais des batailles de Minsk en détail après la guerre. Les autorités soviétiques l'interrogèrent à plusieurs reprises pendant son emprisonnement sur son rôle dans l'opération Bagration, cherchant des informations sur les tactiques défensives allemandes et les structures de commandement. Von Socken fournit des réponses factuelles aux questions militaires tout en refusant de fournir des informations qui pourraient compromettre d'autres officiers allemands encore en détention soviétique. Après sa libération, il évita l'attention publique, refusant les interviews et ne participant pas aux organisations d'anciens combattants. Des amis le décrivirent comme un homme qui avait fait son devoir tel qu'il le comprenait, qui avait pris les meilleures décisions possibles dans des circonstances terribles, et qui porta le poids de ses décisions tranquillement pour le reste de sa vie. La leçon de Minsk, si des leçons peuvent être tirées de tels événements, concerne les limites de la compétence tactique face à l'impossibilité stratégique. Von Socken était un excellent commandant. La 5e Panzer était bien entraînée et équipée. Ils combattirent efficacement contre des nombres supérieurs. Mais l'efficacité ne pouvait pas surmonter la réalité stratégique fondamentale que l'Allemagne perdait la guerre. Aucune habileté tactique ne pouvait compenser les écrasantes avantages numériques et industriels que l'Union soviétique possédait à la mi-1944. Des batailles individuelles pouvaient être gagnées. Des actions retardatrices pouvaient réussir temporairement. Mais le résultat était déterminé par des facteurs au-delà du contrôle de tout commandant individuel. Les guerres sont décidées par l'arithmétique. Capacité de production, population, ressources, logistique, tout réduit à des nombres. L'Allemagne entra en guerre avec des nombres plus petits que ses ennemis. La stratégie allemande dépendait d'une victoire rapide avant que les ressources ennemies supérieures ne puissent être mobilisées. Quand cette stratégie échoua et quand la guerre devint une guerre d'attrition, la défaite de l'Allemagne devint inévitable. La bataille de chars à Minsk démontra cette arithmétique. Le Kampfgruppe de von Socken détruisit 3 chars soviétiques pour chaque char allemand perdu. Selon les mesures traditionnelles, ils gagnèrent l'engagement tactique. Mais les soviétiques avaient plus de chars. Ils pouvaient absorber les pertes et continuer à attaquer. L'Allemagne ne le pouvait pas. Ce simple fait détermina le résultat de la guerre plus certainement que n'importe quel nombre de victoires tactiques. Si vous avez trouvé cette histoire captivante, likez cette vidéo et abonnez-vous pour rester connecté avec plus d'histoires de la Seconde Guerre mondiale. Chacune révèle comment des individus ont affronté des situations impossibles, pris des décisions difficiles et vécu avec les conséquences. Commentez pour nous dire d'où vous regardez. Nous adorons savoir où se trouve notre communauté internationale. Merci d'avoir regardé et merci de vous souvenir de ces événements. Ces histoires doivent être racontées, ces sacrifices doivent être honorés, et ces leçons ne doivent jamais être oubliées. Rejoignez-nous dans la prochaine vidéo de Du Conflit, où nous continuerons à explorer les récits extraordinaires qui ont façonné notre monde. Activez les notifications pour ne rien manquer. À bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.